Alors, on y va, c'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On est dans le podcast Code Vitalité. On invite aujourd'hui Stéphanie Dubé. Stéphanie, je l'ai rencontrée il y a maintenant 5 ans à peu près. Ça fait assez longtemps. On s'était rencontrés dans une formation en ligne, une formation qui durait quand même 1 an. Fait que j'ai vraiment goûté à Stéphanie, à son énergie. Et j'avais comme l'impression de la connaître sans vraiment la connaître parce qu'on s'est jamais vraiment rencontrés physiquement. Puis je la côtoie pas, mais on s'est vraiment, j'ai vraiment l'impression de t'avoir connue pendant cette année-là. Puis ce qui était là pour moi, c'était vraiment ta façon d'être vraiment présente dans la formation, très authentique à toi, à ton message. Je connaissais même pas vraiment à ce moment-là, je connaissais pas toute ta mission, puis ton école, puis tout ce que tu apportais avec ta mission finalement, mais il y avait vraiment une authenticité qui était là, une douceur, c'était vraiment, pour moi, tu étais vraiment un modèle de sagesse, puis c'est ça, encore aujourd'hui, quand je t'écoute parler, c'est ce que je ressens. Alors, très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui, puis qu'on puisse parler d'un sujet vraiment qui t'intéresse aussi, qui nous intéresse à moi puis Vicky, puis une de tes missions, qui est l'intelligence émotionnelle du corps. Et avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous amènes dans ton univers. Qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir ton école? Je sais que tu as eu un bac en psychoéducation avant. Puis qu'est-ce qui t'a amené là dans ton cheminement à créer ton école qui s'appelle Satnam? Je vais te laisser la présenter. Merci Anne-Sophie, ça me touche beaucoup tes mots, puis merci à Vicky aussi de me recevoir parce que c'est important, je pense. On porte toute la même mission de faire évoluer la conscience de notre société pour une santé un peu plus holistique, intégrative. Puis je pense que ça passe par différentes personnes, différents médiums. Puis merci de me donner la parole aujourd'hui dans votre podcast. Je suis privilégiée de ça. Pour répondre à ta question, Anne-Sophie, au départ, moi, je ne savais pas dans ma vie que j'allais œuvrer dans les médecines complémentaires. Pas du tout. J'étais déjà intéressée par ça. À l'adolescence, ma mère étant naturopathe, donc j'avais quand même grandi auprès d'une maman qui me faisait voir aussi autre chose que la médecine traditionnelle, la médecine allopathique. Quoique je l'ai aussi utilisé dans ma vie, mais c'est vraiment une histoire personnelle qui m'a amenée à m'ouvrir à ça. Alors oui, je pense que c'est important de le nommer parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans mon histoire à travers leur propre vécu. Moi, j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, là, au moment où on enregistre, ils ont 19, 17 et 14 ans, donc des ados presque adultes aussi. Mais ce que je vais raconter, ça se passe vraiment quand je deviens maman, là, donc dans la petite enfance de mes enfants. Mon premier enfant, c'est un garçon qui s'appelle Guillaume. Et lorsque Guillaume a 1 an et demi, à peu près, en bas de 2 ans en tout cas, là, je me souviens bien, il y a un matin où il s'est levé de son lit, puis il est tombé au sol. Puis il ne pouvait plus marcher. Et on a été inquiets, mais sans plus, parce que pour moi, la maladie, c'était pas quelque chose qui avait vraiment visité ma famille. J'ai pas tant d'histoires de maladies autour de moi. Il y en a qui vivent ça, tu sais, durant leur vie, leur enfance, quelqu'un de malade. Donc, moi, ça a juste fait, c'est bizarre, tu sais, c'est-tu blessé, c'est-tu cogné? Puis, ça a pris quand même 1 mois avant d'avoir des résultats parce que, bon, on sait comment ça fonctionne, le système de la santé. On passe des tests avant pour éliminer plein de possibilités. Et finalement, le diagnostic est tombé à la fin de l'été. Je m'en souviens parce que c'était les vacances quand c'est arrivé. Il y avait un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique. Donc, maladie arthritique, on pourrait le nommer comme ça. Moi, je pensais que c'était une maladie de personnes âgées. OK? Alors, je ne savais pas qu'un enfant pouvait être atteint de cette maladie-là. Et je suis rentrée évidemment dans le milieu hospitalier parce que quand tu as un enfant malade, ça devient un endroit que tu visites régulièrement. On parle d'une fois par semaine, parfois quelques fois par mois pour différents tests, des soins, des médicaments, des interventions. Donc, c'est ça.
Et sur le coup, avec ma mère, on s'est mis à se questionner sur est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'accompagner mon fils, son petit-fils, parce qu'au niveau de la médecine allopathique, il n'y avait pas de traitement de guérison. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des traitements pour diminuer les symptômes, éviter que les os se touchent, se soudent. Il y a plein de choses qui peuvent arriver là, au niveau de l'arthrite. Alors, leur intervention était plus stopper la maladie dans l'évolution, puis s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'impact au niveau de son corps. Il nous disait aussi que ça se pouvait que ça parte comme c'était arrivé à des enfants pour qui ça part à un moment donné, tout ça. Donc, au début, c'est ça. Ça a été les Advil, les anti-inflammatoires. À un certain moment, ça a été les injections de corticostéroïdes. Puis, à un certain moment, on nous a proposé du méthotrexate, qui est une forme de chimiothérapie faible dose, ce que j'ai refusé à ce moment-là. Puis ça, je l'ai refusé à de multiples reprises. On revenait beaucoup à la charge avec ça. Et ce bout-là, moi, je voulais pas aller là avec mon enfant. Donc, la première chose qu'on a fait avec Guillaume, c'est de la naturopathie, c'est changer son alimentation. Donc, on a beaucoup lu sur l'alcalinité, l'aspect inflammatoire. Justement, c'est une maladie inflammatoire. Donc, comment on pourrait désacidifier le corps. Bref, j'ai tout fait là, au niveau alimentaire. On a coupé plein de choses. Puis, quand je faisais ça sur la coche, là, mon fils n'avait pas de symptômes de maladie. Ça veut dire que quand on allait faire les tests, il n'y avait plus de traces d'arthrite. Mais si je trichais, ça revenait. Alors, on a tenu ça entre 1 an et 2 ans, là, vraiment impeccable, dire OK, on ne mange pas aucun sucre. Quand on va en visite, on amène notre boîte à lunch. Tu sais, c'était un peu pénible quand même sur le plan social. Puis même pour notre enfant, moi, il y avait comme des moments qui s'appellent des moments festifs pour un enfant, un gâteau de fête, un petit jujube dans une fête. Tu sais, des petits trucs que pour plusieurs, c'est banal, mais moi, je trouvais ça vraiment triste de voir qu'ils ne pouvaient pas vivre ces genres de plaisirs-là d'enfants. Donc, à un certain moment, on s'est dit, OK, on va bien manger, assurément, mais peut-être pas vraiment ça coche là, comme en alcalinité parfait. Puis c'est revenu. Fait que moi, je me suis dit, OK, si on allait ailleurs. Et là, je me suis mis à m'intéresser à l'intelligence émotionnelle du corps qui porte différents noms là, selon où on étudie dans le monde cette approche-là. C'est une approche non scientifique, OK? Donc, assurément, ça veut dire que la science ne s'est pas encore attardée à faire des recherches là-dessus. Mais moi, comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est pas scientifique que c'est pas vrai, c'est juste qu'il n'y a pas eu encore d'études sur ça. Alors, les données empiriques me convenaient. Ce que ça veut dire, c'est que j'avais entendu beaucoup d'histoires, de cas sur les gens qui utilisent l'intelligence émotionnelle du corps. Et donc, moi, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Tout ce que je veux, c'est améliorer l'état de santé de mon enfant. Puis tant mieux si on réussit à ramener la santé au complet. Alors, je me suis mis à étudier là-dedans. Et en intelligence émotionnelle du corps, qui est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est une chose d'apprendre les notions, après ça, d'appliquer dans sa vie le sens qu'il y a derrière ça, mais c'est pas magique, là, il faut travailler sur soi. Parce que c'est beaucoup relié à nos stress émotionnels, à nos conflits, à nos chocs, à nous dans nos vies. Puis un enfant, c'est comme une éponge. Alors, dans le cas de notre fils, l'histoire était beaucoup plus reliée à nous qu'à notre enfant. Lui, à 2 ans, il n'avait pas vécu grand-chose. Là. Donc, un enfant peut très bien être impacté par le vécu émotif des parents sans que ça soit dit à voix haute. OK? Alors, je me suis mis à m'intéresser à tout ça, là, le transgénérationnel, l'épigénétique, les empreintes de naissance, l'intelligence émotionnelle du corps. Donc, ça a été vraiment un univers qui s'est ouvert à nous. Heureusement, j'ai un conjoint très ouvert qui m'a suivi là-dedans. Et à un certain moment, le département qui suivait notre fils à l'hôpital pour enfants nous a demandé de choisir. Parce que comme je refusais constamment le méthotrexate, ils nous ont demandé de choisir entre la médecine complémentaire et la médecine allopathique. Et là, ici, je pense que c'est quand même important qu'on le nomme. J'ai trouvé ça particulier à cette époque-là, malgré que je n'étais pas encore aussi consciente qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, là, parce que j'avais besoin d'eux. J'avais besoin d'eux dans leur diagnostic, j'avais besoin d'eux dans leurs tests, dans leurs évals, dans les prises de sang. Alors pour moi, c'est pas parce que je choisis pas le méthotrexate que j'ai pas besoin de vous. Puis je suis pas une mère folle non plus. Si ce que je fais fonctionne pas, je veux le savoir. Mais on m'a vraiment demandé de choisir et je me rappelle l'état dans lequel je suis sortie de l'hôpital. J'appelle mon conjoint, puis je dis on fait quoi? Et je peux
c'est à ce moment-là, je ne peux pas le mettre sur le méthotrexate. J'ai aucun avis là-dessus là, pour les gens qui utilisent ces traitements-là. Là. Puis mon chum m'a dit, tu sais, Steph, je sais que tu es une bonne maman, tu ne feras rien qui va mettre notre enfant en danger. Si jamais ce que tu fais, on voit que ça ne fonctionne pas, on ira faire des tests au privé, on paiera des prises de sang, je ne sais pas, on trouvera des façons de faire. Puis si jamais ça ne marcherait vraiment pas, ben, on retournera à l'hôpital, puis on ira vers ça, tu sais. Alors, j'avais son accord comme papa, puis on s'est lancé dans cette aventure-là où on a travaillé sur nos enjeux à nous émotionnels, nos stress émotionnels. Et Guillaume, à l'âge... Dans son primaire, là, je pense que c'est vers 9 ans à peu près, parce que c'est long de faire des études puis y arriver là, à l'endroit où on veut se rendre, ça s'est arrêté, la maladie est partie. Et moi, à partir de ce moment-là, ça fait des années là, que je suis là-dedans, là, que j'étudie, que je me forme, que j'essaie de comprendre la santé autrement. Là, je veux retourner dans le système, les services de santé, services sociaux, parce que je travaillais en dépendance dans les services sociaux comme en psychoéducation. Mais je ne fit plus. Parce que je ne peux pas savoir ce que je sais maintenant. Puis je ne peux pas me taire sur ce que je sais, même si on me demande de juste nommer ce que j'ai appris au bac et ce qui est scientifique. Fait que je suis en gros dilemme intérieur entre toute En fait, j'ai un grand respect pour la science. Ça fait partie de moi. Mais j'ai aussi un grand respect pour les médecines complémentaires. Fait que là, je fais quoi? Alors, c'est là où je me suis retirée, puis je suis partie à mon compte parce que je voulais continuer à travailler, je voulais continuer à aider, mais pas nécessairement de la façon où j'avais été formée, mais en intégrant tout ça. Et pour s'assurer, parce que j'ai un petit côté spirituel, donc je vais le nommer quand même, c'est comme si pour s'assurer que je n'allais pas perdre ma mission de vue, là, la vie m'a envoyé un 3e enfant malade. Et ce 3e enfant-là, c'est ma fille Gabrielle, parce qu'entre les deux, j'en ai une qui allait bien. OK. Alors, la dernière, Gabrielle, elle a subi une chirurgie à l'âge de 17 mois. Donc, il y a une chirurgienne de l'hôpital pour enfants qui lui a sauvé la vie parce qu'elle serait décédée. Et j'ai passé 9 jours aux soins intensifs avec elle suite à l'opération. Ça a été très long avant qu'on trouve ce qu'elle avait. Et heureusement que la science est rendue où elle est, parce qu'à cette époque-là, où j'ai pas encore non plus mes connaissances en intelligence émotionnelle du corps, donc je peux pas, c'est à peu près au même moment, là. C'est à la fin de Guillaume, début de l'autre, vous comprenez, je suis un peu en même temps dans 2 situations. Mm-hmm. Tout ça m'a amené un grand respect de la médecine. Alors, c'est là où je vous dis, pour moi, c'est spirituel, c'est comme si j'ai à faire avancer une société vers... ouvrir pour de l'intégratif, de l'holistique plus large, mais en ayant un grand respect pour la science. Parce que j'ai un enfant qui a retrouvé la santé par la voie de la médecine complémentaire, puis j'ai un enfant qui a retrouvé la santé par une chirurgie. Alors, c'est ça, moi, mon... Oui, c'est tellement beau. Puis j'avais jamais entendu l'histoire complète j'avais déjà entendu une partie, je pense, de ton premier, puis je pense une partie avec ta fille, mais jamais le complet comme ça. Puis ça fait tellement du sens, tu sais, ta mission de vie, l'intégration des 2 médecines. Oui. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je peux me permettre d'ajouter, je trouve que, tu sais, en tout cas, c'est comme si on était à une ère où on voit que c'est très polarisé, hein? Tu sais, c'est pas un ou l'autre, un contre l'autre. Puis ton histoire, ça l'amène vraiment aussi à ce qu'on peut trouver un travail, une synergie entre tout ça, tu sais, puis qu'il y a du bon puis du moins bon dans chaque. Puis merci de ce partage-là. Je trouve ça, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup à pas tomber, pas sombrer dans un extrême ou l'autre, puis de voir où est-ce qu'on se rejoint tout le monde là-dedans. Ouais, c'est important, Vicky, parce que vu qu'on la ressent, la résistance, c'est souvent un ou l'autre. Puis c'est dans le un ou l'autre où on ne peut pas créer ce fameux pont-là auquel j'aspire, qui est le pont entre les médecines. Alors, pour faire tomber les résistances, il faut s'ouvrir, puis il faut respecter tout ce qui se fait, mais de part et d'autre, là, pas seulement des médecines complémentaires vers la science, mais aussi la science vers les médecines complémentaires. Ouais. Puis je pense que c'est dans ces échanges-là où on peut parler ouvertement des choses sans être dans l'insécurité ou la protection de territoire ou les peurs de je ne sais pas quoi. Là. C'est là où on fait avancer les choses. Ah oui, je suis très contente qu'on soit là pour avoir cette discussion-là aujourd'hui. Super. Super. Donc, avant d'aller dans du contenu, hein, parce qu'on veut que les gens qui écoutent votre podcast repartent avec des nouvelles connaissances puis puissent faire des
du sens avec leurs histoires. J'ai quand même besoin de nommer, même si je pense que tout le monde l'a compris, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, donc ça appartient à un domaine qui n'est pas le mien. Et tout ce que je vais apporter aujourd'hui comme enseignement, ce sont des enseignements théoriques qui n'ont pas été prouvés par la science. Beaucoup de données empiriques, par contre, donc des histoires de cas, beaucoup. Moi, j'ai travaillé en consultation individuelle avec cette approche-là depuis 20 ans. Plein de belles réalisations. Par contre, évidemment, même si quelqu'un trouverait ça super intéressant à l'écoute, là, vous devez assurément consulter votre médecin malgré tout. Et ça, c'est pas... au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je me dois de vous le nommer. Fait que voilà, c'est fait. Voyez ça plutôt comme complémentaire, exploratoire. Puis, même si on est suivi par un spécialiste ou qu'on est suivi en médecine, ça n'empêche pas qu'on puisse se questionner sur notre histoire puis travailler nos histoires, nos émotions, nos stress. Puis, observons ce qui se passe ensuite. C'est tout simplement. Donc, voilà, ça c'est dit. Petite notification importante. Alors, on va commencer, puis arrêtez-moi, les filles, si jamais vous avez des questions, vous voulez approfondir, vous pensez que les gens qui nous écoutent auraient ces questions-là, ben, ça va me faire plaisir, ça rend ça encore plus dynamique, intéressant. Donc, dans l'intelligence émotionnelle du corps, ce qu'on m'a appris au départ, c'est qu'il y a toujours un stress étant une émotion, là, parce que tu sais, on va prendre le temps de le définir, le stress. Il y a des gens qui entendent le mot stress, puis tout ce qu'ils pensent, c'est « Ah oui, tu sais, je me sens nerveux, tendu, les réactions physiologiques. » Mais il y a peu de gens qui se disent « Mais il y a une émotion en arrière de ce stress-là. » Avant que le stress arrive, là, il y a eu une pensée, il y a eu une émotion, il y a quelque chose qui a déclenché ce beau cocktail-là. Et en intelligence émotionnelle du corps, c'est de ce stress-là, c'est à ce stress-là qu'on s'intéresse, qui est c'est quoi l'émotion, l'histoire en dessous de ce stress-là? Alors, moi, avec les gens, je les invite toujours à regarder, est-ce que tu as vécu un stress, un choc, une situation conflictuelle? Puis, c'est quoi une situation conflictuelle dans ta vie? N'importe quoi qui te perturbe et qui envahit ta pensée. Quelqu'un qui se sépare, hein, s'il y a quelqu'un qui s'est déjà séparé, on le sait, c'est stressant, hein, on vit plein d'émotions, il y a du doute, il y a de l'impuissance, parfois c'est un choix qu'on a fait, parfois c'est un choix subi, c'est stressant, c'est donc une situation conflictuelle. Si on est dans un moment où il y a quelqu'un qu'on aime près de nous, qui a une maladie, qu'on est inquiet, on va être dans une situation de stress, c'est conflictuel. Si notre enfant ne va pas bien, qu'il y a des enjeux à l'école, ça se peut que ça nous stresse puis qu'on soit inquiet de ça. Donc, comprenez, un choc, c'est pas nécessairement une bombe, un attentat, une fusillade. Oui, ça, c'est assurément que ça en est, mais dans la plupart des gens que j'ai vus dans leur vie qui voulaient aller explorer ces voies-là, c'est des histoires du quotidien, c'est nos histoires de vie, là. C'est ce qui nous perturbe. Puis c'est pas compliqué pour se demander est-ce que je suis perturbée? Ben, est-ce que tu penses à ça souvent? Tu sais, des fois, on est en train de faire une tâche, puis notre tête n'est pas là parce qu'on est dans cette affaire-là qui nous fait mal, qui nous préoccupe, qui nous inquiète. Alors, habituellement, les gens vont rapidement allumer sur quelque chose qui se passe dans leur vie. Mm-hmm. En disant ça vous va comme explication? OK. Quand ça se passe, habituellement, si le corps finit par décoder, c'est qu'on est allé vraiment très loin dans ce stress-là sans le solutionner. Ça veut dire qu'il y a une forme d'impuissance là-dedans. C'est comme si on ne sait pas comment le gérer. On le subit. Puis solutionner, c'est pas facile. Si ce serait facile, on le ferait tous, là. T'es envahi par une histoire qui te dérange, puis c'est quoi la solution? Je l'applique. Mais dans les faits, quand c'est notre truc puis qu'on est les deux pieds dedans, là, puis que c'est nos enjeux personnels, c'est pas si facile, alors que si on donnerait le problème à notre voisin, il pourrait peut-être nous le régler comme ça parce que lui, c'est pas ça son histoire. Vous comprenez ce que je dis quand je dis ça? Ouais. Mm-hmm. Alors, ce que je veux toujours ramener aux gens quand ils sont dans des stress émotionnels puis même des états où il y a des symptômes dans le corps, là, c'est quoi le truc qui te dérange dans ta vie, là, tu sais, qui est tout le temps le petit caillou dans le soulier, là? Puis qui te suit là, depuis des mois, des années peut-être, puis que tu n'arrives pas à régler ça. Parce que c'est ça qu'il faut régler. Et ça, ben, c'est la première démarche, c'est la prise de conscience. Quelle est l'histoire? Des fois, le caillou, des fois, le caillou, on ne le sent plus tellement qu'il était là.
Exact. On ne le sait même plus. Des fois, il y a des gens qui se posent des questions puis ils vont me dire j'en ai pas de stress. Oui, mais pourtant, tu as des solides maux d'estomac. Puis ils sont suivis, là. Ils font des tests, ils ont leur suivi avec les gastro-entérologues. Puis quand je pose la question, quel est ton stress, c'est quoi ton choc? Il y en a des fois qui vont me dire je le vois pas. Mais quand on prend la peine d'aller vraiment là, se questionner puis approfondir, forer le truc, on finit par le voir. Il y a des gens qui le voient plus vite que d'autres. Ça dépend le niveau d'introspection, puis est-ce que ça fait longtemps qu'on fait l'exercice d'aller en dedans de soi? Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Hein. Donc, il y en a pour qui c'est comme « non, je ne suis pas stressée. Ben non, il n'y a rien qui me dérange dans ma vie. Tu sais, la vie est parfaite. Ah, des chanceux. » Oui. Quelle chance. Oui, c'est ça. Alors, d'amener les gens à rentrer au cœur de soi, c'est un défi pour certains. Oui. Pour aller voir vraiment ce qui est là. Donc, ça, c'est important de le comprendre au départ. Dans les solutions, il y a 2 types de solutions. Les solutions de dépassement que j'appelle, puis les solutions pratiques. Je vais vous donner un exemple. On va dire que quelqu'un déménage à côté de chez toi, puis avant son déménagement, tu avais une belle cour là, qui donnait sur la nature, le bois, tu sais, puis il y avait des grands champs, c'était magnifique. Puis là, il y a un nouveau voisin qui arrive, puis lui, il installe une clôture. Puis là, toi, là, ça te perturbe solide, la clôture. On va me dire c'est niaiseux, mais il y a des gens pour qui c'est ça leur stress. Le voisin a mis une clôture. OK? Mm-hmm. Alors, puis ils sont pas capables de sortir de ça de la tête, puis c'est la colère, puis c'est la frustration, puis ils n'ont pas de solution. Puis là, ils ruminent sur la clôture. Ça peut être aussi bête qu'une clôture. Là, j'y vais très rapide juste pour donner un exemple. Solution pratique, je déménage. Solution de dépassement, je me demande pourquoi cette personne-là arrive dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? C'est peut-être une personne avec qui j'ai à développer des liens, peut-être que ça va devenir un super bon ami. Mais oui, il faut peut-être que je lâche prise sur la clôture. Alors, dans la solution de dépassement, on travaille plus à l'intérieur de soi, alors que dans la solution pratique, c'est vraiment une action concrète. Puis des fois, c'est un peu des deux. Mais ce que j'ai pu observer dans ma pratique professionnelle, c'est qu'on solutionne par la pratique ou qu'on le solutionne par dépassement. À partir du moment où on le solutionne, on sort du stress, puis habituellement, on va observer des belles choses au niveau du corps. Oui, c'est très pratique. Ton explication est très, on peut la comprendre vraiment bien. Puis, comme tu dis, un n'empêche pas l'autre d'aller solutionner dans le dépassement, va faire en sorte qu'il va y avoir une action après aussi, sûrement, tu sais, qui va suivre. Oui, exact. Selon notre niveau excusez-moi, on a parlé en même temps, mais selon aussi notre niveau de conscience de la situation à ce moment-là, des fois, ça va être plus accessible d'y aller pratique, puis des fois dépassement. Oui. Oui. Je vais vous redonner un autre exemple qui est peut-être un peu moins bête qu'une clôture. Là. On va dire qu'on a quelqu'un qui vit un grand stress au travail relié à un collègue qui a peut-être, je ne sais pas, on va dire un collègue qui ferait de l'intimidation. Là, je sais qu'aujourd'hui, il est censé avoir des ressources pour que tout ça n'ait pas lieu et que ça s'arrête, mais on va donner dans l'exemple qu'il y en a pareil, ça se passe par la bande, OK? Et la personne qui vit ça a un symptôme X dans son corps, OK? Et elle décide qu'elle travaille sur ce stress-là. Elle pourrait changer de travail, solution pratique. Mais habituellement, ce que j'ai vu des gens qui prennent du pratique, la situation pourrait se retrouver ailleurs parce qu'il y a des choses qui sont à travailler pour vrai en soi quand on s'attire certaines situations. Et une personne pourrait aussi dire « Non, c'est pas vrai que je vais changer de travail. Moi, j'aime mon milieu de travail, j'aime ma job, j'aime mes collègues. Puis c'est pas vrai que parce qu'il y a cette personne-là qui me gâche mon quotidien que je vais quitter. Parfait. Alors là, on va travailler en dépassement. Donc, on va peut-être apprendre des habiletés de communication, aller s'affirmer, peut-être faire des démarches où il faut demander à quelqu'un qui est plus haut en hiérarchie pour faire stopper tout ça. Mais ça, c'est du dépassement parce qu'il y a des gens pour qui parler, se nommer, s'affirmer, mettre des limites, c'est du dépassement. Fait que c'est un autre exemple qui n'est pas une clôture, mais qui peut aider. Ouais. Alors, c'est pas mal ça pour l'aspect des chocs émotionnels. Alors, ce qui est vraiment à retenir, c'est une situation préoccupante qui prend toute la place dans ta tête, dans ton cœur, qui t'envahit, qui fait que tu es tout le temps préoccupé, tu n'es pas tant disponible. Tu sais, on le sait vite quand on est dans quelque chose qui nous dérange. Il y a quelqu'un qui nous parle, on a l'air d'être en train de l'écouter, mais tu sais, on se rend compte dans moins de 5 minutes qu'on n'était pas là pantoute. Donc, ça nous habite. Et il y a des gens, moi je dis toujours, le symptôme dans cette approche-là, puis je l'ai observé quand même, là, le symptôme dans cette approche-là va être
dans l'intensité du conflit. Donc, petit conflit, petite intensité. Gros conflit, gros symptômes. OK, alors ça, je l'ai observé. Donc, petit dérangement, petit caillou. Grosse affaire, une grosse roche. OK? Oui, c'est la perception de notre... ça va avec la perception de la personne aussi, là, sur qu'est-ce qu'elle... Oui, c'est ça. Oui, exact. Puis, tu sais, Anne-Sophie, c'est important de comprendre notre histoire parce que notre histoire, quelque part, influence notre perception des choses. Fait que je vais te donner un exemple. Mettons là, que c'est ma fête, puis j'ai pas d'appel téléphonique. Personne ne m'a appelé. Moi, je ne porte pas la blessure de rejet. Pas tant fort. On va dire que ce n'est pas dans mes plus grandes blessures. OK? Alors, comme ce n'est pas dans mes plus grandes blessures, je ne serai pas déroutée à la fin de ma journée si je n'ai pas eu d'appel. Je vais peut-être trouver ça étrange, là, personne, mais ce n'est pas quelque chose qui me mettrait tout à l'envers. Il y a d'autres choses qui me déclencheraient, par contre, selon mon histoire. Mais je pourrais aussi te dire que je connais des gens qu'une personne l'a oublié, puis c'est une fin du monde. Alors, pourquoi je raconte ça ici? C'est pas pour parler des blessures, c'est pour dire notre réaction émotionnelle, ce qui vient nous perturber, est vraiment corrélé à ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris de ce qu'on a vécu, l'histoire qu'on s'est racontée, les pensées qu'on a développées là-dessus. Et c'est ça qui amène de l'intensité à nos histoires qui nous dérangent. Parce que tu mets 3 personnes différentes avec la même histoire, puis on va avoir des réactions bien différentes. Il y en a une qui va s'en foutre. On va dire, ça ne me dérange pas en tout. L'autre va dire, j'en dors plus la nuit tellement c'est gros dans ma tête. Puis l'autre va peut-être dire, ben, c'est un peu dérangeant, mais sans plus. Pourtant, c'est la même histoire. Alors, c'est important que les gens aillent se comprendre en dedans parce que ça part quand même de nous, nos réactions, puis l'intensité des choses, puis comment on les vit. Oui. Avec quelles lunettes on regarde une situation, puis comme on aime bien partager aussi dans les clés de la vitalité qu'on appelle, le fait qu'on est des êtres uniques, puis aussi ça fait référence aussi beaucoup, ça résonne vraiment avec moi, tu sais, c'est quoi l'histoire qui roule en boucle, dans quelle histoire tu te racontes depuis toutes ces années-là, tu sais, de voir à quel point ça l'influence notre état d'être, en fait. Exact, oui. Donc, c'est ça. Alors, moi, ce que je pourrais faire, là, c'est de vous parler des systèmes, des différents systèmes du corps pour que chacun de ceux qui écoutent, même vous deux, puis même moi, par la bande, on puisse venir placer des stress qu'on vit selon les systèmes touchés, puis voir, hey, y a-t-il quelque chose là-dedans que je pourrais m'occuper, tu sais, de me responsabiliser, puis de venir mettre du sens. Alors, je pourrais passer tous les systèmes, puis si ça vous tente, ben, vous m'arrêtez, puis vous me posez des questions. Donc, c'est ça, on peut approfondir. Oui, c'est quoi? Oui, ça vous tente? Parfait. En fait, les systèmes, pour ceux là, qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous parler des différents systèmes du corps. Donc, par exemple, système osteoarticulaire, cardiovasculaire, dentaire, immunitaire, musculaire, lymphatique, respiratoire, cérébral. Donc, vous comprenez l'idée, là, c'est que je vais passer chaque système du corps avec la tonalité principale des stress reliés à chacun de ces systèmes-là. Alors, si par exemple, quelqu'un a mal à la tête, bien, quand je vais parler du système cérébral, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Si quelqu'un a une maladie des os, quand je vais parler du système ostéo-articulaire, bien, écoutez, ça peut vous amener des pistes de réflexion. Si je parle des muscles, si vous avez une maladie, un symptôme dans les muscles, allez voir, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire là? Puis encore une fois, je sais que je l'ai dit au début, mais je le répète, c'est pas pour ne pas consulter, c'est pas pour ne pas aller voir votre médecin, c'est pour que vous puissiez aller voir en dedans de vous la partie qui ne vous appartient qu'à vous, qui est votre histoire. Puis, dans cette histoire-là, qu'est-ce que je peux faire de ce stress-là, moi, dans mon quotidien? Après, observer le corps, c'est tout, tu sais, le corps, il va faire ce qu'il a à faire, s'il a à faire quelque chose avec ça. OK? Oui. OK, super, fait qu'on commence. Le premier système que je vais parler, c'est le système ostéo-articulaire, donc les os. Peu importe de quel os on parle, puis on en a des os, puis heureusement qu'on a des os parce que c'est ce qui nous permet de se tenir debout. Hein? Si on n'aurait pas d'os, l'image, on aurait sûrement l'air d'un jello, ou en tout cas de quelque chose d'assez mollusque sur un trottoir. Là, donc, c'est ce qui nous permet de se soutenir, d'être solide, d'être droit. Alors, juste ces mots-là sont importants. Le système ostéo-articulaire renvoie à notre solidité intérieure, notre capacité à être droit dans son axe, dans sa vérité, assumé, et avoir assez de confiance et d'estime de l'être que je suis pour me tenir debout.
face à moi-même, face aux autres, en relation, peu importe. Alors, le thème de fond des os, c'est la dévalorisation dans l'être. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui ont des problématiques osteoarticulaires, OK, juste discussion, se sont tous reconnus, à chaque fois que je les ai amenés là, dans ça. La dévalorisation, les problématiques d'estime personnelle, je me sens pas solide en dedans, je me sens fragile, j'ai de la misère à me tenir debout dans mes convictions, c'est pas droit en dedans de moi. Puis même, des fois, je suis tellement pas consciente de qui je suis que je suis toute désalignée. Est-ce que quand je l'explique comme ça fait du sens pour vous? Oui, totalement. Oui, ça fait vraiment du sens. Peux-tu donner peut-être 2 signes et symptômes de ce système-là? Bien, dans le système ostéo-articulaire, par exemple, mon fils, quand il a fait de l'arthrite, c'était ce système-là. Sinon, on a dans les os plein de maladies osseuses qui existent, là, mais il y a des gens qui vivent des fractures. Il y a des gens qui vont vivre au niveau des os de l'arthrose, d'autres de l'ostéoporose. Tu sais, c'est des types de maladies. Alors, à ces gens-là, moi, je vous invite juste à réfléchir à ce que je viens de dire. Hein. Est-ce que ça vous parle, ça? Et je veux quand même donner une piste de solution, parce que même si ici, c'est pour de l'enseignement, puis transfert de connaissances, ça serait le fun que les gens repartent avec « OK, je vais peut-être faire un petit bout avec ça ». Alors, peut-être de t'auto-accompagner ou de te faire accompagner, peu importe, dans le domaine de la connaissance de soi pour être davantage aligné dans ton axe. Donc, t'es qui, ton identité, tes valeurs. Si tu n'avais aucune peur, là, aucune insécurité affective, il n'y a pas rien dans le chemin. Là. On verrait quoi de toi? On saurait quoi de toi? Est-ce que toi-même, tu le sais, mais tu ne l'honores pas? Ou tu as tout à découvrir parce qu'en fait, tu n'as jamais vraiment pris le temps de te demander t'étais qui, réellement? Il y a des gens qui le font, ce chemin-là, mais il y en a qui se formatent un peu à ce qu'on attend d'eux, dû à l'éducation, les parents qu'ils ont eus, la société dans laquelle ils ont évolué. Parfois, c'est la religion. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à être un peu à côté de notre track, là. Et évidemment, s'il y a des problématiques d'estime puis d'amour de soi, bien, ça se travaille, ça aussi. Alors, voilà pour celui-là. Ce qui me monte vite, là, c'est, tu sais, on a souvent tu as parlé d'ostéoporose, c'est quelque chose qui apparaît souvent après la ménopause, chez les femmes surtout. Puis c'est souvent justement à cette période-là de la vie que les femmes, tu sais, ont élevé les enfants, ils sont un peu... C'est là qu'il y a comme une remise en question qui vient se faire, puis peut-être aussi à quoi je sers, c'est un rapport avec sa valeur, puis l'estime de soi, que ça fait beaucoup de sens pour moi. Oui. Ce que tu expliques avec ça. Puis le fait que tu le vois, tu comprends bien le sens. Parce que tu vois, tu viens te placer dans un endroit où on en voit plus, mettons au niveau des statistiques, mais qu'est-ce que ces personnes-là vivent? Ouais. Et il y a souvent ça. Ça devient... Ça veut dire à quoi maintenant? Alors, si ma valeur était dans ce que je faisais dans un rôle X, mettons celui de la mère, ben, est-ce que je me donne de la valeur en tant que femme? Et où ma valeur en tant que moi? Très intéressant. Oui, merci. C'est bon. Alors, ça, c'est le système. Puis évidemment, là, juste pour que tout le monde nous suive quand même, je ne peux pas passer chaque maladie, chaque os, un par un. Donc, on y va général. Après ça, quand on veut aller approfondir de façon spécifique, ça devient encore plus entonnoir là, quand on fait une recherche reliée à l'intelligence émotionnelle du corps. Donc, cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, là, c'est ce qui inclut toutes les veines, les artères, le cœur, les globules rouges, vous comprenez l'idée, on est dans le sang. Là. Alors, le système cardiovasculaire, à chaque fois, je l'ai observé, je l'ai vérifié, ça semble être toujours à point. La personne va reconnaître, vivre des enjeux, des stress reliés au domaine de la famille, du clan. Et ça touche particulièrement l'amour, la communication, l'affectif dans la famille, dans le clan. Ça ne veut pas dire que c'est ta famille immédiate. Ça peut être, famille immédiate, exemple, pour moi aujourd'hui, c'est mon conjoint, mes enfants. Mais la famille, ça peut être tes parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. Bon, selon l'âge qu'on a, notre famille, elle évolue. Mais on est dans le terme du sang. Donc, on est dans le terme du clan. Et le sang circule dans des artères, des veines, bon, et tout ça. Donc, c'est un canal. Un canal, c'est pour la communication. Donc, problématique de communication. Problématique de communication avec tout ce qui est affectif. Alors ça, c'est des pistes aussi qui peuvent peut-être aider certaines personnes. Au niveau de la solution,
évidemment, l'idéal, surtout quand on est dans des histoires de famille, c'est de réussir à régler les conflits parce que la famille, c'est quand même précieux, même si on ne la choisit pas toujours, puis parfois on vient d'un milieu qui n'est pas évident. Même en psychologie, je me rappelle dans mes études, on prônait beaucoup de garder les liens de famille. Hein. C'est quand on dit on coupe complètement les liens, c'est parce qu'il faut que ça soit rendu toxique rare. Là. Absolument, l'humain cherche à garder le sens puis les liens. Donc, parfois, oui, la solution va être de couper les liens complètement et de faire le deuil de gens qui existent encore, qui ne sont pas décédés, mais c'est le deuil d'une relation qui n'existera jamais. Mais quand c'est possible, ce qu'on veut, c'est améliorer les communications. Alors, si déjà, nous-mêmes, en tant qu'individus qui vivons ça, on se développe dans nos habiletés de communication, puis qu'on apprend sur les relations interpersonnelles, on peut déjà grandement améliorer des situations. Il y en a qui vont dire, oui, mais là, ça repose tout sur moi. Parce que finalement, si c'est moi qui l'apprends, c'est comme injuste. C'est moi qui porte le poids de bien être en relation, en communication. Bien, comme je dis toujours, il en faut un d'équipé. Donc, si c'est toi qui es équipé, c'est déjà ça. Si tu es équipé pour mieux gérer des relations interpersonnelles puis de la communication, c'est déjà un plus. Il y en a que c'est 2 personnes pas équipées. Alors, dans un monde idéal, on l'est tous, mais ça serait quand même une voie de retour pour la relation. Dans les histoires de clans, de famille, quand l'amour est touché, tout ça, des fois, il y a des pardons à faire. Encore là, le pardon, ça se rapproche beaucoup de la foi. Il y a quelque chose de très vague dans ce mot-là pour les gens qui sont plus dans l'aspect cartésien. Mais ce que je peux dire, c'est que souvent, il y en a qui mélangent, ils vont dire le pardon, c'est comme accepter que cette chose-là se produit ou s'est produit. Ça ne veut pas dire, hein, on peut pardonner quelque chose sans nécessairement ramener la personne dans notre vie. On peut pardonner juste pour passer aussi à autre chose. Et souvent, quand on offre du pardon, c'est à soi qu'on fait le plus grand cadeau parce qu'on libère toute une charge de ressentiment, de colère, de trucs qui bouillent en dedans. Tu sais. Donc, ce que je dirais sur le cardiovasculaire. Oui, moi, dans ce système-là, je me vois vraiment, si je n'ai pas exprimé en relation, surtout à mes proches ou à quelqu'un qui est important pour moi, je vais sentir une pression. Tu sais, puis cette pression-là, je vais la sentir, mettons, au niveau du cœur, ça va être vraiment plus ici. Fait que, tu sais, je vois vraiment le lien. Oui, puis tu vois, ça fait du sens parce que la pression, hein, c'est augmenter le sang, hein, augmenter la pression dans le sang, mais si on le voit symboliquement, c'est augmenter les liens du clan. Plus de pression, plus de liens, plus de capacité à ressentir l'amour. Mais c'est bien l'enjeu, tu sais, donc c'est ouais, une belle réflexion. Oui. Autre système, je vais parler du système dentaire. Donc, le système dentaire, c'est la bouche, les dents. C'est sûr, dans le système dentaire, tu as la langue, les gencives, bref, vous comprenez que tout ce qui se trouve dans cet endroit. Alors, quand on a des atteintes au système dentaire, on va être davantage dans des histoires d'affirmation. Donc, encore une fois, c'est de la communication, mais ici, ça ne touche pas nécessairement la famille. Là. Ça peut être lié à n'importe quelle histoire. Et habituellement, les gens à qui je pose la question, ils vont dire « Ah oui, ça me parle. Moi, je ne m'affirme pas dans la vie. Je me suradapte. J'ose pas rien dire pour ne pas déclencher des émotions inconfortables, déclencher des conflits que j'aurais pas le goût de gérer. Ça va-tu être mal reçu? J'ai peur de m'affirmer, j'ai peur de l'autorité, je me tais, ça fait depuis que je suis petite que je me tais. » Alors, toutes les personnes qui ont des enjeux d'affirmation, habituellement, là, ça peut leur parler, l'aspect dentaire. Là, je prends un exemple personnel que j'ai beaucoup travaillé là, dans mon histoire parce que même si ça part de mes enfants, un coup qu'on connaît l'intelligence émotionnelle du corps, on travaille à peu près tous nos petits symptômes là, au courant de notre vie. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup d'ulcères, moi. Et à chaque fois, maintenant que je connais l'intelligence émotionnelle du corps, à chaque fois qu'il y en a un qui était pour sortir ou qui commençait, je savais très bien qu'est-ce que je retenais dans ma bouche. Parce que c'est du feu. Hein. Un ulcère, c'est du feu, ça brûle. Là. Alors, quels sont les mots qui me brûlent la bouche, que je garde? Et depuis que j'ai travaillé mon affirmation, je touche du bois, là, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Pas souvent, en tout cas. Puis quand ça arrive, je le vois où est-ce que je glisse. Ouais. Donc, ça, c'est le dentaire. Alors, il y a aussi un autre aspect dans le dentaire qui fait plus référence symboliquement à la joie, l'enthousiasme, la passion. Tu sais, l'expression « morte dans la vie ».
Alors, avec les dents, on mord aussi, hein. On s'affirme, mais on peut mordre. Et évidemment, on n'est pas un animal, mais symboliquement, nos dents pourraient servir à déchiqueter, hein. Donc, si on était un animal, ça se pourrait que si on est un prédateur, on pourrait manger une proie. Alors, les dents servent à déchiqueter l'agresseur, la personne qui nous dérange. Donc, c'est toute la partie mordant en soi, là. Est-ce qu'on se permet la colère? Est-ce qu'on se permet d'être agressif correct, là, mais vous comprenez l'idée. Alors, Ouais. dans les mots, dans le ton. Bon, alors, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect mort dans la vie. Alors, est-ce que j'ai du plaisir? Ma vie, elle goûte quoi? Ça goûte-tu bon, ma vie? Est-ce que tout est beige? Est-ce que tout est plate? Un jour, j'avais rencontré une personne, elle avait plus de salive, ou bien pas plus de salive, pantoute, ça se peut pas, là, mais elle avait vraiment moins de salive. Et c'était une personne qui avait fait de la chimio parce qu'elle avait eu un cancer. C'était un des effets secondaires de la chimio, de ne pas avoir des problèmes de sécheresse buccale. Là. C'est très loin, mais je me rappelle de ça. Et encore là, on avait jasé ensemble parce que c'est toujours agréable d'explorer les possibilités. Elle reconnaissait qu'il y a des gens qui faisaient de la chimio puis qui n'avaient pas ça, cet effet secondaire-là. Alors, encore une fois, on s'est dit, bon, et si on mettait du sens, si on s'amusait à mettre du sens sur pourquoi toi, tu as ça, pourquoi toi, peut-être, tu as ça, ce symptôme-là? Est-ce que ça pourrait te parler dans ta vie, tu sais? Puis on s'est mis à explorer le plaisir. Elle n'en avait plus du tout. Elle salivait de rien. On a travaillé sur remettre du plaisir dans sa vie, puis la salivation est revenue. Et voilà, ça, c'est un exemple. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Ouais. Voilà pour ça. Je vais aller dans le digestif, puisqu'on est dans le même tuyau. On descend. Le système digestif, en fait, on part de la bouche, évidemment, donc le dentaire, mais on va descendre jusqu'à l'anus. Là, c'est certain, je ne penserai pas chaque niveau, parce que le symptôme dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, l'intestin, le côlon ou l'anus, il y a des nuances, OK? Il y a des précisions. Mais si on y va général, système digestif général, la personne porterait en elle, dans son histoire, quelque chose qui ne passe pas. Quelque chose qui ne passe pas, c'est pas le morceau de steak d'hier, c'est pas ta banane de matin. OK? Alors, ce qu'on cherche, c'est l'histoire dans ta vie, la situation que tu ne peux pas accepter, que tu ne peux pas tolérer, que tu ne peux pas... T'essayes, là, tu essaies de ta rentrée de force, l'histoire, là. Tu sais, tu fais « Ah, je peux pas, ça remonte. » Ou « Je l'ai tellement rentré de force, mais ça ressortit par en bas, puis ça ressort là. » OK? Donc, tout ce qui passe pas, tout ce qui m'écœure, puis là, je vais prendre des mots qui ne sont pas beaux, mais c'est voulu, là, parce que la langue est importante, les mots sont importants, tout ce qui fait chier, tout ce qui est cœur, tout ce qui est dégueulasse. OK? Plus on est bas, intestin, côlon, plus c'est dégueulasse. Plus on est haut, estomac, en montant, plus c'est ça passe pas, je peux pas tolérer ça, je peux pas accepter ça, je peux pas pardonner, mais il y a quelque chose de plus soft. OK. OK? Je vais comme ça, là, mais voilà. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la trahison d'un amoureux, ça peut être une séparation que j'ai pas voulu, ça peut être un partage tout croche d'un héritage, puis il y a eu de l'injustice. Parce que vous vous souvenez bien, hein, je vous l'ai dit au début, c'est pas l'histoire qui est accolée par cœur dans les systèmes, c'est comment je la ressens, l'histoire. Fait que l'histoire pourrait être n'importe quoi, c'est l'émotion que tu mets dessus. Puis l'émotion que tu mets dessus dans le système digestif, c'est ça passe pas, cette affaire-là. C'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est vraiment intéressant de voir, comme tu disais, puis je l'avais jamais perçu comme ça, mais de voir quand c'est l'intestin, quand c'est plus haut, c'est plus soft, quand c'est plus profond, là, c'est plus dégueulasse, comme tu as nommé, mais j'aime vraiment que tu utilises ces mots-là parce que c'est tellement plus clair pour quelqu'un qui vit quelque chose dans son histoire. C'est tellement aidant de mettre des mots justes. Oui. Et chaque histoire est différente. Et en fait, pour faire de l'intelligence émotionnelle du corps, il faut avoir envie d'explorer. Puis juste de comprendre la symbolique des histoires. Puis après ça, comme je dis, nous, on ne travaille pas sur la maladie. La maladie, c'est le médecin qui travaille là-dessus. Là. C'est juste qu'on part de là pour aller explorer une histoire puis travailler sur l'histoire. Après, comme je dis, ben, observe ton corps. Là, puis tu sais, si jamais tu vois que ça a donné un résultat, ben nouvelle donnée empirique pour la science. On va espérer qu'un jour, on va en faire une recherche. Mais on ne travaille pas sur la maladie. On fait juste partir de là pour aller explorer quelque chose.
Oui, identifier son histoire, puis la laisser aller ultimement. Là, oui, puis après, j'en fais quoi de l'histoire? Oui. C'est parce que il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit au début, il faut solutionner. Fait que dans un cas du système digestif qui est ça passe pas, je peux pas accepter ça, je peux pas tolérer ça, je peux pas pardonner ça, la solution est où? Bien, souvent dans le pardon. Comment accepter quelque chose que tu peux pas accepter? C'est un processus très intérieur. Des fois, il y a des deuils là-dedans. Des fois, on a besoin de mettre du sens sur des choses qui n'en ont pas pour pouvoir passer à autre chose. Tu sais, chacun va trouver... chacun peut trouver du sens à quelque chose qui n'en a pas. Hein. Puis, encore une fois, ça nous permet de se développer comme humain, puis plutôt qu'être enragé de sa vie, de le voir comme des opportunités de croissance. Tout à fait. Oui. Fait que ça, c'est le système digestif. Maintenant, je vais vous parler du système cérébral, nerveux, donc tout ce qui est les nerfs, mais aussi tout ce qui est cerveau. Encore une fois, ici, on va plus explorer des histoires liées à la dévalorisation par rapport à l'autorité. Donc, tous les conflits avec les hautes sphères, l'autorité pouvant être papa-maman, pouvant être les éducateurs, les professeurs, l'autorité pouvant être un juge, l'autorité pouvant être un employeur, l'autorité pouvant être un dieu, une religion. Alors, dévalorisation en lien avec des termes d'autorité, OK? Tout ce qui est tête. Et les ordres. Donc, la personne pourrait se reconnaître dans des états plus d'infériorité, de soumission, dévalorisation intellectuelle, infériorité par rapport à des gens qu'on a positionnés au-dessus de nous, dévalorisation dans se sentir trop petit, pas assez, soumis, tout ce qui touche au domaine des peurs aussi. Puis, dans le système cérébral, j'ai aussi vu dans les histoires des trucs où ce qu'on se pogne la tête à se questionner sans cesse. Tu sais, comme j'appelle ça des prises de tête, là, qui est j'essaie de solutionner un truc que je ne solutionne pas. Je suis tout le temps en boucle en train de me questionner sur cette chose-là. OK? Donc, sans solution, là, ça. OK? On peut être aussi là. Et tous les questionnements reliés au couple. Donc, les grosses remises en question de je suis dans le bon mariage, je suis avec la bonne personne. Des fois, il y a des gens qui se sont retrouvés avec quelqu'un de façon un peu plus imposée selon les époques, notre culture, religion, etc. Alors, est-ce que je me remets beaucoup en question, encore une fois, prise de tête, couple, ça peut être aussi là. Donc, c'est sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire ici parce qu'il y a des variantes selon c'est quoi les problématiques, mais quand même, ça donne une bonne idée de... Tu sais, les gens qui sont dans ces problématiques-là, quand on dit problème avec l'autorité, soumission, les ordres, habituellement, ils allument, ils vont dire ça me parle, ou en tout cas, il y a quelque chose qui me parle. Ça peut être assez général dans leur vie, puis des fois, c'est situationnel à une affaire, mais ils vont le voir, ils vont dire oui, je vis tel truc avec cette personne-là, puis c'est exactement ça, tu sais. Ouais. Ça me parle. Oui, super. T'as quoi, toi, comme juste par intérêt? As-tu des mots de tête? C'est quoi que tu... Oui, des mots de tête là, depuis l'enfance. Puis il y a des périodes spécifiques où tu sais, plus des migraines, mais à des moments spécifiques aussi. Oui, c'est la première fois que j'entends justement la relation à l'autorité. Oui. Donc, ça fait ting, ting, ting dans ma tête. À un moment donné, j'avais suivi en consultation individuelle un petit garçon du primaire. Aujourd'hui, il est rendu grand, là, c'est un grand ado. Puis, il avait fait tous les tests médicaux possibles. Là, donc, encore une fois, il avait vu son médecin. Il n'y a rien. C'est comme... c'est des migraines. Des migraines. Alors, anti-inflammatoires. Puis, il prenait ce qu'il avait à apprendre par la médecine. Puis, sa maman avait envie qu'il travaille sur des aspects comme ça. Fait qu'on avait travaillé, c'était vraiment relié à un domaine scolaire là, d'autorité. Puis, j'avais amené ce jeune-là à davantage être dans son affirmation, plus solide dans lui, dans ce qu'il est, même si c'est un enfant, même s'il y a un contexte de hiérarchie dans les écoles. Et lui, il n'en fait plus de migraine, non. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est intéressant. Puis c'est, encore une fois, dû au fait qu'on n'a pas de données scientifiques, je ne peux pas prétendre que c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a beaucoup de cas où ça fonctionne, puis à un moment donné, tu te dis, ben, en tout cas, si c'est pas ça, c'est étrange qu'à chaque fois, on arrive à quelque chose. Mais oui, cette personne-là, il est allé au bout de son thème avec l'autorité et la soumission. Il a travaillé là-dessus, puis c'était un jeune, là. Tu sais, même les enfants, on peut les faire cheminer dans leurs enjeux et leur stress. Ouais. En tout cas, je te le souhaite, Vicky.
Mhm. Ensuite de ça, je vais vous amener dans le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, hein, c'est le système qui combat les virus. C'est le système c'est notre armée intérieure. C'est exactement ça le thème. Notre armée intérieure, symboliquement, c'est est-ce que j'ai une armée en dedans de moi? Est-ce que je suis capable de me défendre? Est-ce que je me laisse faire dans la vie? Est-ce que je me sens protégée? Est-ce que je suis capable de me protéger ou je me sens toujours en danger? Alors, le système immunitaire renvoie directement à cette thématique-là qui est je me suradapte pour éviter des agressions, que ce soit des agressions réelles ou imaginaires, dans le sens où quand on a peur de ce que les autres peuvent nous faire à l'extérieur, que ce soit dans notre tête ou réellement, c'est qu'on sent qu'en dedans, on n'a pas ce qu'il faut pour se protéger. Comme si nous, on n'avait pas assez pour se défendre, que ce soit par les mots, en s'affirmant, que ce soit par si quelqu'un me ferait du mal, je pourrais faire quelque chose, je pourrais réagir à ça, tu sais. Alors, le système immunitaire, quand il est fragile, maladies auto-immunes, bref, il y en a plusieurs. Il y a des allergies aussi avec le système immunitaire, il y a plein de choses. On est vraiment dans les thématiques de est-ce que je suis capable de me défendre si on m'attaque? Que ce soit symbolique, communicationnel ou réel dans les abus. Parce qu'il y a des abus, ça existe, là, abus physiques, sexuels, psychologiques. Il peut y avoir des réels abus, mais il y a beaucoup de gens qui sont pris dans ce système-là et c'est symbolique. Ce sont des peurs qui n'arrivent pas. C'est une sensation de ne pas être capable de se défendre, d'avoir peur de. Alors, le système immunitaire, on est vraiment dans attaque, défense, protection, c'est les mots-clés, et toutes les notions de culpabilité. Quand on se sent facilement coupable, là, tu sais, comme coupable de comment les autres se sentent, dès que quelqu'un te renvoie l'idée que c'est de ta faute, tu te sens tout croche, tu sais, comme si tu perdais tout ton jugement pour te dire « j'ai rien fait pantoute, là, comment que l'autre se sent, ça n'a pas rapport avec moi », mais tu sais, tu prends vite personnel comme si l'autre a raison, puis tu dois vraiment être une mauvaise personne pour qu'elle pense ça de toi, là, la culpabilité. C'est vraiment un thème relié beaucoup, beaucoup au système immunitaire. Et quand on est là-dedans, un des comportements que parfois on peut emprunter, c'est celui de la suradaptation. Je ne sais pas si vous savez, mais la suradaptation, ça veut dire je dévie de qui je suis parce que je vais faire ce qu'il faut pour éviter quelque chose ou pour avoir l'accord de ou éviter un jugement. Vous comprenez, quand on suradapte, là, on n'est pas soi, là. Et c'est ça le sens des maladies auto-immunes, mettons qu'on le regarde dans la symbolique. C'est ton propre corps t'agresse ou quelque chose à l'extérieur de toi qui ne devrait pas être dangereux t'agresse, comme par exemple dans les allergies. Tout le monde mange de ça, mais pas toi, tu sais. Puis pourquoi pas toi? Mais parce que toi, tu penses que cette affaire-là est dangereuse, mettons. Bien, dans la symbolique de l'immunitaire, il y a eu trop de suradaptation, fait que je suis même plus capable de discerner, c'est très inconscient ou très cellulaire, peu importe comment on le regarde, je suis même pas capable de discerner ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas. Tellement je suis plus moi. Ouais. Et moi, c'est un thème que j'ai énormément travaillé, moi, dans ma vie, là. Aujourd'hui, au moment où on tourne, j'ai 45 ans demain. Et c'est un thème qui a fait partie de mon univers depuis la petite enfance. C'est un thème que j'ai travaillé à travers l'arthrite, parce que dans l'arthrite, c'est une maladie aussi reliée au domaine immunitaire, pas seulement ostéo-articulaire. C'était des thèmes sous-jacents que j'ai eu à faire et j'avais plein d'allergies, moi. Alors, j'en ai réglé, je les ai presque toutes réglées, il me reste une seule allergie. C'est un thème que j'ai vraiment travaillé, je le connais bien. Et ceux qui se retrouvent là-dedans, lâchez-vous pas. Ça vaut la peine. Est-ce que vous avez des questions sur celui-là? Ben, ça me fait juste... peut-être que tu peux faire du pouce là-dessus, mais tout de suite, moi, ce que je pensais, c'est on voit beaucoup de conditions auto-immunes, encore plus chez les femmes que chez les hommes. Puis là, tu parlais de l'armée, de la protection, tu sais, pour moi, c'est très masculin, tu sais. Puis, tu sais, je voyais, je sais pas si tu as un lien à faire avec ça, tu sais, que pourquoi, justement, les femmes sont plus sujettes. En tout cas, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que vraiment, il y a plus de femmes qui expérimentent ça. C'est une belle... Moi, j'ai pas les chiffres, fait que je le sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que moi, j'aime beaucoup les réflexions. Je trouve que c'est ça qui fait évoluer la conscience, puis qui nous permet de se questionner ensemble, tout le monde, pour voir jusqu'où on peut aller mettre du sens là-dedans, tu sais, justement. Parce qu'effectivement, il y a des maladies que, on va voir plus d'hommes avoir ça, ou plus de femmes. Oui, justement, pourquoi? Est-ce que les sous-tonalités des stress seraient plus reliées à un domaine un peu plus masculin ou féminin? Puis encore là, on s'entend qu'il y a des hommes
qui sont beaucoup plus féminins, puis il y a des femmes aussi qui sont très masculines. On ne peut pas appliquer en général, mais moi, je pense que oui, il y a des aspects parfois qui sont plus corrélés à l'homme ou à la femme dans nos ressentis. Puis ça peut peut-être nous expliquer des choses. En tout cas, c'est une belle exploration à faire. Puis des femmes aussi, peut-être, j'en fais un autre, là, des femmes en suradaptation, comme tu disais, qui sont extrêmement dans leur masculin, ben là, ça vient affecter le système immunitaire, puis peut-être contribuer. Ça pourrait. Un lien. Encore une fois, ça pourrait, mais moi, je le regarde toujours à partir du symptôme du client parce que, comme je vous ai dit, les événements peuvent avoir différents impacts selon c'est quoi l'émotion que nous, on ressent pour vrai. Ouais, alors, il faut vraiment toujours aller vérifier tu es dans quelle émotion. Parce que je te donne un exemple de ça, Vicky. OK, mettons que une personne se fait quitter par son conjoint des 20 dernières années. Puis elle ne s'attendait pas à ça. Elle pourrait vivre ça comme une grande dévalorisation profonde dans son être. Ostéo-articulaire pour être touchée. Elle pourrait vivre ça comme un gros drame dans son nid, dans tout ce qui est relié au domaine de l'intimité sexuelle, etc. Ce serait plus le système reproducteur qui serait touché. Elle pourrait le vivre dans une grande injustice dégueulasse qui m'a faite là. Tu sais, comme le jugement est là-dedans, là, avec le sentiment de ça passe pas, c'est tout le système digestif. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est pour vous rappeler qu'on ne peut pas coller un événement, une histoire à un système ou à une maladie ou un symptôme. C'est l'état dans lequel on ressent ça qui va nous orienter à regarder quelque chose de précis. OK, c'est ça la piste. Ouais, super. Ouais, je comprends mieux. Ouais, je comprends mieux. Fait que c'est important parce que sinon, on va se dire, OK, quelle histoire va dans quoi? Ben, toutes les histoires peuvent être partout. C'est le ressenti. C'est vraiment le ressenti. Super. Oui. Musculaire, les muscles. Donc, les muscles, facile pour retenir, là, on va penser au gorille. Hein. Le gorille, c'est un des animaux les plus forts. J'ai peut-être pas une stat là-dessus, là, mais je pense qu'il est dans les plus forts de la planète. Et il est musclé. Hein. C'est tout en muscle, ça. Alors, c'est puissant. Donc, à l'inverse, problème musculaire, impuissance. Ce qu'on va aller chercher dans l'histoire, c'est où est l'impuissance? Où est le manque de confiance qui fait que je ne suis pas capable même pas d'essayer, je ne peux même pas sortir de la zone. En dedans, c'est tellement fragilisé dans ma non-confiance que je suis complètement impuissant. Fait que là, effet différent possible dans le muscle, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment le sujet qu'on va aller travailler. Fait qu'à l'inverse, si on est en coaching, qu'on va aller travailler sur le thème de la puissance personnelle, on va travailler la confiance, oser sortir de notre zone, travailler dans nos peurs, avancer malgré, se challenger par petits pas pour réussir justement à aller chercher plus de pouvoir personnel. Ça se travaille, hein, tout ça. Pas magique, là, c'est pas un truc avec lequel on est en se disant « moi, j'ai du pouvoir, tu sais, dans ma vie ». Il y a des gens qui ont été équipés à développer ça dans l'enfance. Tu sais, ils viennent d'un milieu où les parents ont travaillé à l'estime, la confiance, le développement. Mais je veux quand même dire qu'un adulte qui écoute ça puis qui veut cheminer sur ces sujets-là, ça se fait même à l'âge adulte. Tu sais, puis aujourd'hui, on le sait avec les neurosciences, les avancées qu'on voit en sciences sur le cerveau, c'est incroyable comment on n'est pas pris et formaté à... On n'est pas brisé, en fait. On peut se développer encore à l'âge adulte. Puis, s'il y en a qui se voient dans l'impuissance et la non-confiance en soi, vous avez le droit de vous occuper de ça à tout moment de votre vie. Ouais. J'aime ça que tu amènes ça pour les gens qui nous écoutent puis qui pourraient penser que c'est une fatalité. Puis, Oui, parce que si personne ne vous l'a jamais dit puis que vous ne le lisez pas parce que ce n'est pas votre champ d'études, mettons, il y en a qui pensent qu'ils sont comme ils sont puis qu'il n'y a rien qui va changer ça. Mais c'est faux. L'humain est capable de se transformer puis d'évoluer. Ouais. Fait que voilà, ça, c'est le système musculaire. Tégumentaire, la peau. Donc, le système tégumentaire, c'est la peau. La peau, évidemment, on a notre enveloppe extérieure que tout le monde voit là, de nous, mais on a aussi des couches de peau, hein, l'épiderme, l'hypoderme, le derme. On a autour de nos organes des peaux aussi. Tu sais, si on prend les poumons, c'est la plèvre. Si on prend le ventre, je pense que c'est le péritoine. Tu sais, il y a des organes qui ont des enveloppes. Ça aussi, c'est du tégumentaire dans l'optique de ce que je veux vous amener comme enseignement.
Les fascias, ça rentrerait-tu là-dedans ou ça rentrait dans le musculaire? Je sais pas si comme ça. Je me suis jamais fait poser la question, puis je ne l'ai pas lu non plus. J'aurais tendance à dire, décris-moi le fascia, comment tu le vois dans les études que tu as faites. Je le vois comme, puis Vicky aussi, tu peux ajouter, là, je sais que tu as lu beaucoup là-dessus, mais je le vois comme des enveloppes qui enveloppent les muscles, tu sais. C'est comme ça lie beaucoup. Si c'est comme ça que c'est amené, c'est une enveloppe qui enveloppe le muscle, ouais, tu le mets dans le pot. Okay. C'est également un grand système d'information dans le corps. Il découvre tellement, ça va tellement plus profond, toutes les informations qu'on découvre à propos du fascia, mais ça serait intéressant, peut-être qu'on pourrait y revenir un moment donné dans une autre conversation plus spécifiquement. Oui, en tout cas, là, avec le mot que tu as utilisé qui est enveloppe, on met dans le tégumentaire. Alors, la peau, là, on va penser à celle externe, même si j'ai nommé que les peaux internes comptent. Là. On est dans les différents conflits possibles. Tous les conflits de perte de contact et de séparation peau. La peau, là, c'est ce qui nous permet de toucher, d'être touché, donc d'être en lien connecté. OK? Alors, si je vis un conflit de séparation, une perte de contact, ma peau peut décoder. On a ça dans le système tégumentaire. On a toutes les atteintes à l'intégrité, toutes les souillures, les abus sexuels, physiques, verbales, tout ce qui est intimidation, tout ce qui touche l'humiliation, à la souillure. OK? On a ça. C'est un système de protection. La peau, son but, c'est de nous protéger. C'est ce qui fait que, tu sais, tout se tient en dedans, là. C'est notre protection. Alors, si j'ai une atteinte à la peau, où est-ce que je manque de protection? Où est-ce qu'il y a l'agression? Peu importe, tu sais, on peut le voir d'un sens comme de l'autre. Puis, on a aussi les conflits esthétiques, des dévalorisations esthétiques, de silhouette, comment on se perçoit, etc., qui peut toucher le domaine de la peau. Alors, en gros, là, c'est les grandes catégories des thèmes de peau. Je peux partager là-dessus. Moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, ça fait 20 ans que je suis avec mon conjoint, quand je l'ai rencontré, il souffrait d'eczéma depuis l'âge de 7 ans. Fait que 7 ans, puis quand je le rencontre, il y a 35 ans. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est plusieurs années de maladie, OK? Abonné à toutes les tubes de crème qui existent, des dermatologues, là, ils avaient toutes, puis c'était vraiment global et généralisé tout le corps, OK? Donc, c'était pas un petit eczéma, c'est un eczéma majeur. Mon chum a dans son histoire une histoire de séparation dès la petite enfance, OK? Donc, c'était bien là. Je ne la décortiquerai pas ici, là, c'est pas le but, mais juste de dire c'était là. Et quand on s'est mis à travailler en intelligence émotionnelle du corps avec Guillaume pour l'arthrite et tout ça, là, pour voir si on pouvait explorer autre chose, assurément qu'à un moment donné, comme notre fils allait bien, tout le monde va bien, on se met à s'observer aussi, tu sais, dans nos propres petits bobos, nos affaires. Et il a travaillé là-dessus. Tu sais, puis quand je dis travailler, c'est prise de conscience, libération de certaines charges émotionnelles reliées à l'histoire, etc. Puis je peux le garantir aujourd'hui, là, il pourrait le confirmer si vous lui parlez. Il n'a plus jamais fait d'eczéma de sa vie, hein, à partir du moment où il est allé dans cette histoire-là. Plus jamais. Alors, c'était bien une histoire de séparation. Ouais. OK. Ouais. Puis des jeunes ou moins jeunes qui vont avoir tendance à faire de l'acné, par exemple. Je vais le faire simple, mais on est dans les conflits esthétiques. Okay. Okay? Donc, des conflits de dévalorisation de ce que les autres perçoivent de moi, comment je me vois ou comment je pense que les autres me voient. Donc, une dévalorisation du regard dans ce que j'ai l'air, de ce que je pense que j'ai l'air. Et actuellement, en plus, on est dans une génération de l'œil qu'on appelle, hein, les nouvelles générations avec tout l'avènement des technologies numériques, les filtres. Tu sais, nos jeunes à nous, là, je ne sais pas, vous avez des enfants aussi? Oui. Pas moi. C'est pas grave. Tu vas peut-être en reconnaître dans ton entourage, là, mais c'est une génération pour plusieurs qui sont presque nés avec les technologies dans les mains ou qui c'est arrivé très tôt dans leur vie. Et ils ont accès à des filtres, c'est comme tout peut être remis en beauté constamment. Fait que quand tu enlèves ça, le cerveau, là, il est tellement habitué à avoir une beauté hypothétique. En fait, c'est pas une vraie beauté, mais c'est une beauté... artificielle. OK? Mais après, là, quand tu enlèves tout ça et que tu te regardes comment tu te trouves, comment tu vois l'autre, parce que tu es toujours dans un filtre. Alors, est-ce qu'on va voir encore plus de conflits de dévalorisation esthétique? Peut-être. Je suis en train d'essayer de l'explorer, de regarder si ça a un impact là, au niveau de ça. Mais en gros, c'est la dévalorisation esthétique qu'on explore quand on part de l'acné, mettons, pour aller dans l'histoire. Ouais. OK. Intéressant.
Oui. Rénal. Le système rénal, c'est les reins et vessie et l'urètre et l'urétère. Et vous comprenez, là, c'est tout le package de ce qui est là. On a différents conflits dans le système rénal. Encore une fois, selon, c'est-tu les reins, c'est-tu la vessie, c'est pas du tout les mêmes conflits, OK? Fait que je vais y aller général, puis là, je ne pourrais pas le placer spécifique parce que ça serait trop long à faire. Alors, à chacun de pogner au vol ce qui lui parlera s'il veut travailler un peu dans son histoire. Donc, dans ce système-là, on est on appelle ça le conflit des réfugiés, seul perdu au milieu de nulle part, sans repère. On a juste à imaginer quelqu'un qui a émigré là, dans un autre pays, là, tu sais, qui laisse tout derrière, qui part en catastrophe avec rien. Là. Il y en a qui ont vécu ça. Là. Quand tu arrives ailleurs, nouvelle langue, nouvelle culture, tu n'as aucun repère, souvent tu as laissé des gens de la famille en arrière. On peut-tu juste imaginer comment on doit être troublé? Encore là, je ne vais pas faire de la projection là-dessus, mais on peut se séparer, changer de maison, puis on est déjà troublé, tu sais, puis on est dans le même quartier. Hein. Alors, c'est gros comme enjeu de sortir, de changer de pays. Alors, dans le système rénal, on dit le conflit des réfugiés, mais c'est juste pour la tonalité. C'est pas obligé d'être quelqu'un de réfugié qui va avoir un problème au rein. C'est le conflit d'écroulement de l'existence seule, perdu au milieu de nulle part, sans repère. Un jour, il y a une personne que je connais qui avait eu une atteinte à ses reins, écroulement de l'existence, son enfant était décédé dans un accident. Écroulement de l'existence, elle le vivait, vraiment. OK? Alors, ça, c'est un exemple. OK? Puis là, on n'est pas dans le conflit des réfugiés. Dans les reins, vessie, etc., beaucoup de thématiques, surtout pour la vessie, là, pour ceux qui font des infections urinaires, etc., là, problématique de limite. Maintenant, tu sais, dire non, mettre ses limites, reconnaître ses besoins, protéger son territoire, tu sais, savoir dire non. Tu sais, ça c'est oui, ça c'est non, ça passe ou ça passe pas. Alors, la vessie renvoie beaucoup à ça, le conflit de territoire dans les limites. Je vais dire ça comme ça. Au niveau des reins, encore une fois, en général, on a aussi tous les conflits reliés au liquide. Alors, c'est quand même un endroit de liquide. Alors, symboliquement, ça peut être n'importe quoi. Le liquide, ça peut être du sperme, ça pourrait être de la liquidité, de l'argent liquide, ça pourrait être de l'eau, une noyade de l'eau, ça pourrait être de l'alcool chez l'alcoolique, ça pourrait être une perfusion avec du liquide dans un cas d'un accident. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la personne qui est concernée dans ce thème-là, elle peut faire l'effort intellectuel de se rappeler, est-ce qu'elle a un stress relié à un liquide? Alors, si j'ai vu quelqu'un se noyer, j'ai peut-être un stress relié à un liquide qui est l'eau. OK? Si je vis avec quelqu'un d'alcoolique, peut-être que j'ai un stress relié à l'alcool. Alors, le liquide est important dans le système rénal. Quel est ce liquide? OK. OK? Puis, encore là, j'essaie d'en donner assez, mais c'est un peu plus particulier, ce système-là. Alors, voilà. Stress avec un liquide, écroulement d'existence, seul perdu au milieu de nulle part, sans repère. C'est pas mal les mots-clés du système. Ouais. C'est drôle parce que celui-là, ça me parle un peu dans une période de ma vie où j'étais dans la vingtaine puis je faisais beaucoup d'infections urinaires. Bien, beaucoup, tu vois, plus que j'en fais plus là, en ce moment, tu sais. Ouais. Puis je me rends compte que c'est une période de ma vie où je me suis sentie perdue au milieu de nulle part, mais je n'étais vraiment pas perdue dans le sens où j'étais très bien entourée. J'avais des amis, mes parents étaient là. Je veux dire, je n'étais pas toute seule, mais le sentiment à l'intérieur de moi, c'était comme, je me situe où, moi, dans ma vie en ce moment? J'avais l'impression d'être tout seul au milieu de nulle part quand même. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est un bel exemple, c'est exactement ça, Anne-Sophie. C'est pas quelle est l'histoire, est-ce que l'histoire fait du sens, comment je le sens. Tu sais, quand je vous dis, c'est l'émotion, le stress émotionnel qui est important. Alors, que ce soit vrai ou faux, que ce soit réel, imaginaire, que ce soit symbolique, ça n'a aucune importance. C'est ton stress dans comment tu le sens sur le plan émotionnel. Fait que si à cette époque-là, je t'aurais demandé comment tu te sens, puis tu m'aurais dit, je me sens seule au milieu de nulle part, ou quelque chose qui ressemble à ça, complètement perdu, j'aurais pu te demander, est-ce que ça va bien tes reins? C'est juste comme une question exploratoire. Parce que moi, je ne suis pas médecin, j'en ferai rien de tes reins. Mais ça peut m'amener dans, il faudrait vraiment, ce serait le fun de s'occuper de ça, tu sais. Oui, et je me sens perdue. C'était vraiment ça. C'est drôle, tu as mis le mot dessus dans la vingtaine, là, tu sais. Oui, parce que... Oui. Puis là, je n'aurai pas le temps d'aller là avec vous parce que j'ai d'autres systèmes à passer, mais des fois, il faut décortiquer le perdu, OK? Parce que, mettons qu'on est dans une perte de direction. On est aussi un peu perdu, tu sais, quand on ne sait plus quel choix faire ou d'assumer certains choix qui nous font peur. Ça peut aussi amener fatigue. Les surrénales vont s'épuiser à force de ne pas savoir puis de douter puis d'avoir peur d'oser un choix.
Donc, dans les conflits de « je suis perdue, j'ose pas assumer des choix, je sais plus trop sur quel pied danser, quelle direction je vais prendre, quel choix je vais assumer », la fatigue peut être le symptôme. OK. Et tous les conflits des pieds, parce que c'est la direction aussi. Mais bref, voilà. Donc, je veux quand même le nommer pour ceux qui nous entendent dans « perdu ». Ouais. Dans le rénal, c'est perdu seul. Tu sais, c'est « je suis perdu Ouais. seul », je suis comme en désespoir, je suis seule. Dans perdu, perte de direction, c'est plus pieds, jambes, fatigue surrénale. Ouais. Ouais, merci de la précision, parce que, Ouais. Ensuite de ça, je n'ai juste pas oublié, ça je l'ai fait. Reproducteur. Alors, reproducteur, ici, on va parler gonade, autant testicules qu'ovaires, mettons homme-femme. Et je vais mettre les seins aussi là-dedans pour les femmes, cancer du sein là, ou autre. Là. Donc, on va le rentrer dans le reproducteur. OK? Le système reproducteur, il y a 2 tonalités. C'est un ou l'autre. OK? Donc, encore là, je ne vais pas en endroit noir, j'y vais général. Quelqu'un qui est affecté au niveau du système reproducteur, ce que moi, je vais vouloir aller vérifier, explorer, questionner du moins, c'est l'aspect, est-ce que tu vis quelque chose dans le domaine de ton nid? Et là, le nid, c'est très intime. Hein? Le nid, c'est les bébés oiseaux avec papa oiseau, maman oiseau, ou des 2 mamans oiseaux, 2 papas oiseaux. C'est pas important, là, ça. Mais c'est mon nid directement. OK? Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose dans mon petit nid? OK? Est-ce que je suis inquiète de quelque chose dans mon nid? Est-ce que je suis inquiète pour mes enfants? Est-ce que je suis inquiète pour mon couple? Est-ce que je vis une frustration dans mon couple? Est-ce que je vis un problème de communication dans mon couple ou un problème d'intimité? Intimité relationnelle, affective ou sexuelle, peu importe. Ça fait partie du nid. Alors, si c'est plus les enfants, on va être plus dans ovaire. Utérus possible aussi. Sein. Si c'est plus relié au domaine de l'intimité relationnelle sexuelle, ça va peut-être être plus... Là, ça serait plus l'utérus, ça pourrait être le col, ça pourrait être aussi les seins, tu sais, c'est ça. Là, je ne peux pas trop le décortiquer pourquoi chaque chose, mais en général, on va être dans une de ces thématiques-là. Habituellement, la personne va réagir assez vite en disant « je suis inquiète pour mes enfants » ou « je suis en train de vivre une perte par rapport à un de mes enfants » ou « je suis plus dans quelque chose qui me tourmente dans mon couple et je suis en train de vivre une perte par rapport à mon couple. » OK? Encore là, la perte, elle peut être symbolique, significative, peut-être dans le réel ou pas, là, parce qu'il y en a qui vont dire, on ne se séparera pas, mais je me sens séparée. Et on peut être avec quelqu'un en se sentant seul, puis c'est un enjeu. Mais il y en a aussi qui vont vivre vraiment une séparation réelle, une perte qui est significative. D'autres peuvent dire, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon conjoint, que ce soit dans une séparation due à une chicane, que ce soit due à une fugue, que ce soit due à la mort. C'est pas ce qui se passe. Ce qui est important, c'est comment je le sens avec l'intensité avec laquelle je le sens. Vous comprenez? Donc, encore une fois, il faut s'intéresser à l'histoire de la personne pour savoir ce que tu es en train de vivre, dans quelle intensité tu le vis, puis comment tu le sens. Mais c'est sûr qu'on va être dans des histoires ou sexuelle ou intimité relationnelle, ou reliée aux enfants, puis dans une tonalité perte, communication, union, relation. OK. Ouais. C'est très intéressant tout ça. Ça donne vraiment beaucoup de pistes de réflexion pour moi puis Vicky, puis pour les gens qui vont nous écouter, là. Ouais. Énormément. Et puis, on jase, là, parce que moi, je rêve de cette médecine intégrative au Québec un jour, tu sais, puis je me dis tout le temps, imaginons là, que, je ne sais pas, pendant que quelqu'un est suivi en médecine parce qu'il y a un cancer, je ne sais pas, du col de l'utérus, n'importe quoi, mais qu'en même temps, on peut aller travailler ensemble sur l'histoire qui serait reliée au domaine du système reproducteur. Exemple, tu sais. Quel résultat on obtiendrait? Dans quelle rapidité? C'est des questions que je me pose. En tout cas, c'est une voix qui me donne beaucoup d'espoir. Puis je me dis, tu sais, quand on parlait un petit peu avant l'enregistrement, tu sais, de travailler pas comme ça, mais de travailler global. Puis c'est un peu ça le but, c'est que plus on va avoir de gens pour partager leurs résultats sur cette approche-là, mais à un moment donné, peut-être que l'ouverture va se créer pour dire, et si on travaillait ensemble, tu sais, puis si on allait voir, parce que dans les faits, c'est pas dangereux d'aller explorer une histoire, là, je veux dire,
un thérapeute en relation d'aide peut le faire, un psychologue peut le faire, n'importe qui de formé en métier d'accompagnement peut faire de l'exploration d'histoire puis de faire évoluer quelqu'un dans ses objectifs de vie, là. Alors, ça va ensemble pour moi, c'est complémentaire tout ça, tu sais. Oui. Et, en tout cas, j'y crois, je l'espère encore. Puis je me dis doucement, on va y arriver. Alors, je vais vous amener maintenant dans le système respiratoire. Donc, le système respiratoire, il y a deux tonalités plus importantes à considérer. La tonalité vie et mort, puis la tonalité dispute, chicane, conflit interpersonnel. OK? Donc, si on est plus dans poumon, alvéole, tout ce qui a rapport à l'oxygène, tu sais, la respiration, on est dans des histoires où on a eu peur de mourir, soit, ou pour quelqu'un qu'on aime, ou même peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui aurait pu mourir là et on était impliqué, ou en tout cas du moins témoin, ou impacté. Alors, toutes les histoires de vie et de mort peuvent toucher le poumon. Quand on est dans le système respiratoire en général, ce qui veut dire que ce soit les bronches, le larynx, bon, il y a plein d'espaces qui sont à considérer au niveau du système respiratoire. Ça peut aussi toucher les conflits, disputes et chicanes dans notre territoire. Donc, tout ce qui nous amène dans des impressions de manquer d'air. Tu sais, manquer d'air, là, c'est pas juste réel, hein. C'est quand on étouffe, là, on peut être étouffé dans une relation. On peut être étouffé parce qu'on ne se permet pas d'être libre, parce que quelqu'un nous empêche d'être libre, parce qu'on se suradapte pour éviter des conflits. Donc, ce sentiment d'étouffer, il faut le voir symboliquement. OK? Ça touche aussi à la liberté, le système respiratoire. Donc, si je ne me sens pas libre, libre de choix, libre de mouvement, tu sais que la liberté est impactée, système respiratoire, et aussi la notion de sécurité. Donc, si je me sens en danger, le système respiratoire peut décoder. Alors, en gros, c'est pas mal ça. Alors, selon chacun, ben, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah, moi, ça me parle vie et mort, danger de mort pour moi ou quelqu'un que j'aime, ou plutôt ma sécurité, ma liberté, puis les disputes et les chicanes. C'est quelque chose que je vis dans mon quotidien ou qui m'affecte. Donc, ça, quand c'est là, puis qu'on se dit que oui, c'est dans notre quotidien, ça se pourrait que ce soit l'enjeu, le stress qui est à s'occuper dans le système respiratoire. Fait que quelqu'un qu'un rhume tombe souvent dans les bronches, tombe souvent en pneumonie, pourrait aller voir dans dans ce que Dans tu ces viens de nommer. tonalités-là. Ouais. Mais exact. En fait, encore une fois, tu as un rhume, tu consultes, je ne suis pas un médecin. Et après ça, oui, si, exemple, tu le sais que toi, ça tombe tout le temps dans tes bronches. Les bronches, c'est les disputes, les chicanes, les tensions. Là, je marche sur des œufs, je me suradapte, je me sens pas libre. Je sens que ça peut péter à tout instant, que c'est miné, que la conversation, elle va mal virer, que c'est tendu. Donc, les bronches nous amènent plus là. Mhm. Le larynx, c'est plus les peurs, du domaine de la sécurité, nos peurs, nos insécurités. Puis ça peut encore une fois toucher différentes situations. J'ai peur de qui, de quoi, quelle relation m'insécurise, avec qui je suis tendue, sous tension. Donc ça, oui. Tout ce qui est... ça, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé, c'est pour ça que je le connais bien, mais les streptocoques, j'en faisais à répétition, là. Et c'est tout ce qu'on garde dans notre... ça revient au système dentaire un peu dans l'affirmation. Les streptocoques, c'est tout ce que je garde en dedans puis que je dis pas. OK. Encore là, il fait partie du système respiratoire, mais plus dans la tonalité de la peur de s'affirmer, dispute, chicane, parce que ça pourrait être aussi dentaire. Ouais. OK. Puis Ouais. dans le nid, c'est ça, dans le conjoint enfant. C'est ça ou Pas nécessairement. Non, pas Pas nécessairement. Ok, nécessairement, non. Ok. Tes disputes, tes chicanes, ils pourraient être reliés à ton travail, puis ça Ok. pourrait être tendu au travail, puis c'est miné au travail, c'est tendu au travail, je me sens pas libre dans le travail, je sens que si je dis ceci à telle personne, ça va péter, je marche sur des œufs, l'ambiance est lourde. Ça peut fuiter avec le travail, ça peut être avec quelqu'un dans ton entourage, ça peut être un voisin. C'est pas obligé que ça soit ta famille. Ok.
Alors, ça, c'est des pistes de réflexion, évidemment, mais vraiment, à chacun de voir où est-ce que ça leur parle, les thématiques de disputes, de chicanes, d'ambiance lourde, la personne me pompe mon air. Tu sais, l'expression « tu me pompes mon air », tout ça, là. Sinon, comme je dis, vie et mort, ça, c'est quand c'est là, habituellement, les gens le savent, là. Oui, j'ai failli mourir ou quelqu'un que j'aime a failli mourir. Je me suis fortement inquiétée pour quelqu'un que j'ai pensé qu'il allait mourir. Des accidents, tu sais, des trucs là, qui sont plus de l'ordre, j'aurais pu perdre quelqu'un que j'aime. Cette peur-là de la mort, ouais. Poumon. OK. Fait que ça, c'est le système respiratoire. Puis le dernier que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le système sensoriel. Le système sensoriel, les sens. Hein, donc, dans les sens, on a la peau, le toucher, mais on a aussi le nez pour la respiration, on a les yeux pour voir, on a le goût hein, dans les sens, puis on a les oreilles aussi pour entendre. À la base, les sens, ils sont là pour notre sécurité. Voir le danger, entendre le danger, goûter le danger, sentir sur la peau le danger. Froid, chaud, hein, dangereux, ça peut faire mal. Alors, nos sens sont reliés au domaine du danger. Oui, on utilise nos yeux pour voir la beauté, les oreilles pour entendre de la belle musique, le goût pour goûter des bons plats, la peau pour les caresses, oui. Mais au départ, dans le sens de notre survie, nos sens, c'est la survie et la sécurité. Alors, je vais donner un exemple qui me vient en tête, là, qui est simple. On va prendre quelqu'un qui a une grande myopie. Cette personne-là, si tu la questionnes, elle a habituellement dans son histoire des dangers et il fallait voir le danger de proche. OK? Je pense à une personne là, qui m'avait raconté au moment où elle est devenue très, très, très myope, elle avait un parent alcoolique violent. Et à chaque fois qu'il arrivait, elle regardait dans quel état il arrivait. Et s'il arrivait en ayant consommé, elle était complètement dans la vigilance pour que les frères et sœurs ne se fassent pas battre et elle se mettait souvent en personne interposée. Elle, dans son histoire, il fallait qu'elle voie le danger de proche parce que le coup était de proche. Et cette personne-là, entre autres, elle l'a très bien vu dans son histoire, là, le moment où ça s'est déclenché, la myopie, et ce qu'elle vivait à ce moment-là. Ça, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde de myope a un parent violent, alcoolique. OK? C'est un exemple qui nous parle de je dois voir le danger de proche. OK? Dans la presbytie, le danger est au loin. Donc, je dois voir de loin. Proche, c'est pas tant important, mais OK, vous savez ça un peu, là, ce que je dis là? Fait que c'est sûr, c'est un peu plus complexe parce que là, on est dans un podcast, je décortiquerai pas tout, mais les sens, c'est vraiment relié à la sécurité puis les peurs, les dangers. J'ai une question. Oui, vas-y. Tu disais qu'elle a compris où est-ce que la myopie a été déclenchée. Est-ce que tu as déjà eu des situations ou des gens qui sont venus te voir, qu'une fois que ça a été mis à leur conscience, qu'est-ce qui a déclenché leur myopie, puis qu'ils sont allés à la source de tout ça? Est-ce que tu as vu une amélioration sur la vue? Oui, en fait, j'ai une personne près de moi qui a fait mes formations et qui a eu un diagnostic de... C'est les yeux, là, tu peux devenir aveugle quand tu as cette maladie-là. J'oublie le nom. Je ne sais pas si c'est important, mais j'oublie le nom de la maladie, mais c'est une maladie où tu perds la vue, puis au final, tu pourrais être aveugle, là. Malheureusement, je ne me rappelle pas le nom. Et cette personne-là était suivie par un ophtalmologiste, donc pour ça. Et elle a travaillé sur les enjeux de ce conflit-là, qui est quand même, selon moi, pire que la myopie, là, tu peux perdre la vue. Et elle a été suivie comme une année, là, en plus de travailler sur elle là-dessus. En médecine, c'est une maladie qui est dégénérative pour l'œil, là, donc il n'y aura pas de retour en arrière, tu ne peux pas guérir de ça. Et lorsqu'elle a eu son dernier test, parce qu'elle y retournait là, pour les évaluations des yeux et tout ça, ils lui ont dit qu'il s'était trompé de diagnostic puisqu'elle n'avait plus rien. OK. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai des exemples comme ça. Wow. Les gens que j'ai parfois, soit que j'ai amenés en formation ou qu'on a fait de l'exploration et tout ça, il y en a que lorsqu'ils ont un résultat vraiment positif, alors que la médecine est actuellement dans ça, ça ne se guérit pas, ils vont habituellement nommer qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Alors, pourquoi je nomme ça? C'est pour vous rappeler les faits qu'on ne peut pas prétendre que l'intelligence émotionnelle du corps règle les problèmes de santé.
Alors, c'est pas comme ça qu'on le fait. On va en exploration, puis on observe, puis les gens vont chez leur médecin, puis ils voient si ça a évolué. Il y a des médecins qui vont s'intéresser, qui vont poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Je comprends pas. Tu sais, puis il y a des gens que je connais qui ont partagé sur ce qu'ils ont appris en intelligence émotionnelle du corps, le chemin qu'ils ont fait. Puis il y a des médecins qui ont dit, entre autres, tu sais, je donne plein d'exemples, il y a des médecins qui ont dit je comprends pas ça, mais quoi qu'il en soit, que ce soit ça ou pas ça, tu n'es plus malade. Donc, arrête tes médicaments, tu n'as plus besoin. Tu sais, ça, c'est des histoires qui m'ont été racontées par des gens suivis par leurs spécialistes. Puis, dans d'autres cas, ça a été c'est impossible, donc on a fait une erreur de diagnostic. OK. Ouais. Fait que ça, c'est des réalités là, de maintenant. Puis c'est pour ça qu'on veut tant amener à ce que les médecines se parlent, parce que je crois qu'on a tout intérêt à mettre ensemble nos savoirs qui sont différents, mais qui peuvent aider et contribuer à, je l'espère, à la santé des gens de notre société. Ouais. Oui, puis comme qu'on disait dès le départ, c'est vraiment cette reprise de pouvoir-là que depuis le début que tu nommes tous les systèmes, tu sais, dans ma tête, c'était comme, OK, où je peux reprendre mon pouvoir. En tout cas, ça, c'est mon vécu aujourd'hui avec le podcast. C'est peut-être que quelqu'un a un autre vécu, un autre ressenti quand ils vont nous écouter. Mais moi, ce qui était là, c'est OK, où je peux reprendre mon pouvoir, où je peux reprendre mon pouvoir, qu'est-ce que je peux aller voir en moi. Tu sais, c'est vraiment pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de moi. C'est où que je peux reprendre ce pouvoir-là. Après ça, faire mes choix. C'est ça, aller travailler plus en profondeur où je fais une action pour pas me sortir, me réorienter. C'est vraiment, c'est tellement beau, tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Oui, mais c'est fascinant, c'est passionnant. Moi, en tout cas, ça a contribué au retour, à retrouver la santé dans notre famille. Si c'est pas ça, puisque la science ne peut pas le confirmer, si c'est pas ça, ben coudonc, c'est de nombreux hasards et de beaucoup de synchronicité. Tu sais, c'est ça, c'est là où à un moment donné, on se dit, OK, ça peut pas tout être du hasard. C'est trop de gens, c'est trop de cas. Et c'est là où ça deviendrait vraiment intéressant qu'on s'y penche ensemble. Tant les scientifiques que les gens en médecine complémentaire dans des approches où on a des résultats intéressants à partager. Ouais. Tu sais, imagine, on a effleuré cette approche-là, puis l'intelligence émotionnelle à travers le podcast. Comment je me rends compte à quel point c'est vaste, puis qu'il y a tellement d'avenues. Je trouve que, en tout cas, je pensais pas qu'on allait l'aborder de cette façon-là à travers tous les systèmes. J'arrêtais pas. J'aurais tellement commenté sur plein de choses puis posé plein de questions, mais moi, Stéphanie, je veux juste te dire que c'est probablement notre premier podcast ensemble, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir, en tout cas, on va aller approfondir d'autres choses. J'ai vraiment, vraiment adoré. J'aimerais te demander pour les gens qui nous écoutent, comment on peut travailler avec toi. Est-ce que tu as des offres que tu aimerais mettre de l'avant, que tu aimerais présenter aujourd'hui pour que les gens puissent savoir comment savoir plus avec toi? Oui, bien, merci. Certainement, ça va me faire plaisir d'en parler. C'est certain que la clientèle à laquelle je m'adresse maintenant, j'ai un centre de formation depuis 2020, ce qui fait que je forme à l'approche et je m'adresse principalement aux professionnels de la santé, des services sociaux, de l'éducation et des médecines complémentaires dans les métiers d'accompagnement. Ce qui veut dire que les gens qui viennent se former à mon centre, c'est pour ramener, j'ai envie de dire, de façon plus globale, une vision, en fait, c'est pour ramener une vision globale en santé. Et donc, n'importe qui est intéressé à se développer là-dedans est invité à faire nos formations. On offre 3 formations professionnelles qui sont reconnues par des associations professionnelles en médecine complémentaire, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel en médecine complémentaire. Et ces formations-là, c'est l'intelligence émotionnelle du corps, qui est
9 mois de ce qu'on vient de faire là, donc approfondi pour pouvoir l'utiliser. On a ça. On a le programme Relations d'aide, coaching et leadership pour vraiment développer le métier de l'accompagnement et pouvoir accompagner des gens de façon éthique, légale et rigoureuse. Je viens du domaine de la psychoéducation à l'université, donc c'est certain que j'ai une grande conscience de l'importance d'être formé en relations d'aide pour le faire d'une belle manière. Et un de mes objectifs, c'est que la médecine complémentaire soit de plus en plus reconnue. Et pour que ça soit bien reconnu, il faut que les gens soient formés professionnellement, aussi dans les métiers d'accompagnement. Donc, ce programme-là nous mène vers ça. Et en dernière année, en troisième année, pour ceux qui veulent vraiment faire le parcours complet avec nous, c'est le programme Kinésiologie intuitive, donc qui est plus spirituel, énergétique et qui nous permet d'aller explorer d'autres aspects qui sont plus, c'est ça, dans l'énergie. Alors, il y en a qui se rendent là aussi selon leurs intérêts. Donc, au bout de 2-3 ans, là, on peut avoir fait le parcours complet. Il y a des gens qui viennent seulement à une formation. Tu sais, je pense aux infirmières. J'ai eu des infirmières qui font toutes les 3 ans, là, mais j'en ai qui viennent chercher l'intelligence émotionnelle du corps, puis c'est ce qui leur convient. Moi, je suis vraiment contente, Vicky, parce que en 5 ans, je vois l'ouverture dans le domaine. J'ai des gens des médecines complémentaires qui sont là, mais j'ai aussi des gens du milieu de l'éducation puis des services de santé, services sociaux, pharmaciens, travailleurs sociaux, infirmières. J'ai eu une dentiste. Tu sais, ce sont tous des gens qui sont pour la science, mais qui veulent ouvrir et œuvrer en holistique. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je crois que c'est comme ça qu'on va créer vraiment une ouverture dans notre société pour regarder la santé de façon plus globale. En tout cas, j'y crois. Puis pour les gens qui seraient intéressés donc à nos formations, c'est sûr, j'ai un site internet. C'est le www.centredeformationsatnam.com. Là-dessus, il y a toutes les descriptions, tout comment ça fonctionne, puis vous pouvez nous appeler. On est une école, donc on répond et on retourne les appels. Et sinon, au mois de mai cette année, en 2026, on est en porte ouverte par la voie virtuelle, évidemment. Donc, je donne 9 journées de formation gratuite. Ben, en fait, ce n'est pas 9 journées complètes, c'est 9 formations sur 9 jours, là. Alors, c'est une belle façon de découvrir notre univers. Ce qu'on vient de faire là, ben, je fais ça pendant 9 formations sur différents sujets, autant en intelligence émotionnelle du corps que dans le leadership, le coaching, la relation d'aide, la kiné, la spiritualité. Tu sais, c'est 9 journées pour vraiment découvrir mieux l'école et voir si on a envie d'aller approfondir sa pratique ou même développer un nouveau métier. Parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent chez Satnam pour carrément faire de la relation d'aide, faire un métier de thérapeute et ils étaient dans un autre domaine avant. Alors, il y en a qui viennent se former durant 3 ans avec nous pour ça. Puis, il y en a qui sont déjà dans le domaine et qui viennent approfondir et élargir leur champ de compétences. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'en ai assez dit pour que les gens puissent me trouver. Sinon, j'ai un podcast. Ah, ton podcast, c'est quoi? J'ai un podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Donc, très intéressant. Je reçois différentes personnes qui ont des belles histoires à raconter au niveau de la santé. Et aussi le podcast La Grande Vision, que je co-anime avec Alexandra Joyal, qui est plus sur le leadership. Fait que, ça donne, en tout cas, ça donne du contenu aussi gratuit pour ceux qui veulent tout simplement s'inspirer. Il y a des accès de formation là aussi. Ouais. Je vais mettre les liens dans la description du podcast sur les différentes plateformes. Comme ça, les gens vont pouvoir te retrouver facilement puis profiter d'une façon ou d'une autre de tes offres gratuites et autres pour se former. Ouais. Merci tellement, Stéphanie. J'ai adoré la rencontre. C'était super intéressant. J'ai appris énormément. Puis ça me donne juste le goût d'en savoir encore plus. Merci pour ton temps. Merci à vous deux, Anne-Sophie et Vicky. Je suis vraiment, vraiment, vraiment en joie de vous avoir rencontrés. Puis continuez de faire ce que vous faites parce qu'il faut faire entendre différentes voix pour faire évoluer tout ça. Puis j'y crois à cette médecine où on va être complémentaires, tout le monde ensemble. Donc, c'est super ce que vous faites. Ouais. Continuons d'y croire, tout le monde, puis on va voir le progrès s'installer. Exactement. Merci.